Je m'appelle Marc Dubreuil, j'ai 52 ans, et je m'apprête à vous raconter comment j'ai détruit la vie de ma femme infidèle si complètement que, 6 mois plus tard, elle essaie encore de ramasser les morceaux. Ce n'est pas une histoire de pardon ou de seconde chance, c'est l'histoire de ce qui arrive quand une femme trahit le mauvais homme, un homme qui a passé 30 ans à construire quelque chose qu'elle pensait pouvoir anéantir en un après-midi. Elle avait tort, terriblement tort, et le temps que j'en finisse avec elle, tout le monde dans notre petite ville de province savait exactement quel genre de femme Valérie Dubreuil était vraiment. Je suis assis dans la maison que j'ai bâtie de mes propres mains il y a 30 ans et jusqu'à mardi dernier, je croyais tout savoir de ma vie, je pensais comprendre le pacte que j'avais conclu, la femme que j'avais épousée et l'avenir que nous construisions ensemble. Mais je me trompais sur toute la ligne. Valérie et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 24 ans et elle 22, je travaillais dans le bâtiment à l'époque, j'apprenais le métier d'électricien auprès d'un ancien nommé André Lambert qui m'a appris que la réputation d'un homme se construit un chantier à la fois, un câble à la fois. Un client satisfait à la fois. Valérie était serveuse dans une brasserie au bord de la Nationale, économisant pour payer ses études de gestion, elle avait ce rire qui pouvait remplir une pièce et une façon de faire sentir à chacun qu'il comptait. Nous sommes tombés amoureux rapidement et intensément, 6 mois de relation qui ressemblaient à 6 ans. Je l'ai demandé en mariage un vendredi soir dans son minuscule studio, mettant un genou à terre près de son canapé d'occasion avec une bague pour laquelle j'avais économisé 3 mois, « Veux-tu m'épouser » ai-je demandé la voix tremblante, « Oui » a-t-elle répondu avant même que j'aie fini ma phrase, les larmes coulant sur son visage. Nous nous sommes mariés 4 mois plus tard lors d'une petite cérémonie à l'église Saint-Pierre et sommes partis en lune de miel dans le Massif central parce que c'était tout ce que nous pouvions nous permettre, commençant à construire ce que je croyais être notre éternité. Ces premières années étaient maigres mais belles, je travaillais 70 heures par semaine, prenant tous les chantiers possibles, construisant lentement ma clientèle. Valérie est restée à la maison après la naissance de Thomas, c'était son choix, son rêve, elle voulait être la mère toujours présente, qui faisait des gâteaux maison, aidait aux devoirs et connaissait tous les autres parents aux réunions d'école. J'ai rendu cela possible, j'ai travaillé plus longtemps, plus dur, j'ai pris des travaux que d'autres entrepreneurs refusaient, tout cela pour qu'elle puisse avoir la vie qu'elle voulait. Lucas est arrivé 2 ans plus tard et notre famille semblait complète, je me souviens de Valérie le tenant à la maternité, me regardant avec des larmes dans les yeux en chuchotant « On a bien réussi, Marco, on a vraiment bien réussi ». J'étais entièrement d'accord, j'ai subi une vasectomie 6 mois plus tard, nous étions tous les deux d'accord pour dire que 2 enfants suffisaient et que nous ne voulions plus prendre de risques. J'ai construit cette maison pièce par pièce, j'ai tiré chaque câble moi-même, installé chaque prise, chaque interrupteur, chaque luminaire. La table de cuisine où nous avons dîné tous les soirs pendant 24 ans, je l'ai fabriquée dans mon garage, la terrasse où nous avons regardé les garçons apprendre à faire du vélo, je l'ai construite le week-end, le potager où Valérie faisait pousser des tomates et des herbes aromatiques. J'ai retourné cette terre de mes propres mains. Thomas a 26 ans maintenant, il est ingénieur informatique avec son propre appartement en centre-ville, un bon travail, la tête sur les épaules, il vient dîner un dimanche sur 2. Lucas a 24 ans, il est ambulancier et vit à l'autre bout de la ville avec sa copine Manon, les 2 garçons ont bien tourné, ce qui est plus que ce que beaucoup de parents peuvent dire de nos jours. L'entreprise a connu une croissance régulière au fil des ans, Dubreuil Électricité est passé de moi seul dans une camionnette déglinguée à 8 employés et une réputation de travail de qualité, je me salis encore les mains, je rampe encore dans les combles et câbles des tableaux. Mais j'ai de bons gars qui travaillent pour moi maintenant, des hommes de confiance qui comprennent que notre nom est engagé sur chaque chantier. La vie de Valérie est devenue plus facile à mesure que les garçons grandissaient, elle a commencé à prendre des cours de yoga, à retrouver des amis pour le café, à lire ses romans de club de lecture qui semblaient tous parler de femmes se redécouvrant elles-mêmes. J'étais heureux pour elle, elle l'avait mérité, après avoir passé toutes ces années concentrées sur les garçons et la maison, elle méritait du temps pour elle. Le mois dernier, elle a mentionné vouloir prendre un cours d'art au centre culturel, fonce, lui ai-je dit, l'argent n'est plus un problème, tu devrais poursuivre tout ce qui te rend heureuse. Je pensais que nous entrions dans les meilleures années de notre mariage, les enfants partis, l'entreprise stable, le temps de profiter de ce que nous avions construit ensemble. Ce mardi a commencé comme n'importe quel autre jour, je finissais la mise aux normes d'un tableau électrique dans un cabinet médical, un travail de routine qui aurait dû prendre jusqu'à 17 heures, mais le chantier s'est bien passé et j'ai terminé vers 15h30. J'ai conduit jusqu'à la maison en prévoyant de me doucher pour enlever la sueur de la journée et peut-être regarder un peu de sport, la maison était calme quand je suis entré dans l'allée. La voiture de Valérie était là, je me suis dit qu'elle faisait la sieste ou lisait. Je regrette d'avoir quitté ce chantier,
je regrette d'être rentré tôt, car certaines choses, une fois vues, ne peuvent être effacées de la mémoire, certaines trahisons coupent si profondément qu'elles changent qui vous êtes pour toujours. La petite poubelle à côté de notre lit contenait quelque chose qui ne devrait pas exister dans mon monde, quelque chose qui prouvait que ma femme avait invité un étranger dans la maison que j'ai bâtie. Dans le lit que j'ai payé pendant que j'étais dehors à me casser le dos pour subvenir à ses besoins. J'ai enlevé mes chaussures de sécurité à l'entrée comme je le faisais toujours, ne voulant pas mettre de la terre dans la maison, le silence semblait différent ce jour-là, bien que je ne puisse dire pourquoi. D'habitude, Valérie m'appelait quand elle m'entendait rentrer, mais la maison était mortellement silencieuse, j'ai pensé qu'elle faisait une de ses siestes d'après-midi. J'ai traversé le salon, passé le canapé où nous avions regardé 1000 films, passé les photos de famille alignées sur la cheminée, notre photo de mariage me souriait, deux jeunes gamins qui pensaient avoir tout compris à l'éternité. Je me dirigeais vers la salle de bain pour me laver quand quelque chose a attiré mon attention dans la chambre, la poubelle à côté de notre lit, quelque chose de blanc au fond. J'ai failli passer devant, failli me mêler de mes affaires, mais quelque chose m'a poussé à regarder de plus près et quand je l'ai fait, mon monde s'est effondré, un préservatif usagé, noué et jeté comme une ordure de la veille. Mes jambes sont devenues faibles, la pièce a commencé à tourner, j'ai attrapé la commode pour ne pas tomber, mon cœur martelant contre mes côtes si fort que je pensais qu'il allait exploser. Mon esprit passait en revue l'impossibilité de ce que je voyais, nous n'avions pas utilisé de préservatif depuis plus de 20 ans, pas depuis ma vasectomie, il n'y avait qu'une seule explication à ce qui se trouvait dans cette poubelle, quelqu'un d'autre avait été dans mon lit. La rage m'a frappé comme une force physique, je voulais hurler, mettre mon poing à travers le mur, démolir la maison planche par planche, je voulais attendre que Valérie rentre et exiger des réponses, la forcer à expliquer l'inexplicable. Mais même à travers la fureur, une pensée plus froide a traversé le bruit, si je la confrontais sans preuve, elle nierait tout, elle prétendrait que j'étais paranoïaque, que je voyais des choses qui n'étaient pas là, elle pourrait même me convaincre que j'avais tort. Me manipuler pour me faire douter de mes propres yeux. Et si c'était ce que je pensais, si elle me trompait vraiment, alors foncer aveuglément serait la chose la plus stupide à faire. Dans un divorce, les émotions ne comptent pas, le tribunal se fiche des cœurs brisés ou de la confiance trahie, il se soucie des preuves, de la documentation, des faits. Sans preuve concrète de son adultère, elle partirait avec la moitié de tout ce que j'avais construit, la moitié de mon entreprise, la moitié de mes économies, la moitié de ma retraite, la maison serait vendue, la vie que j'avais créée divisée et distribuée comme un butin de guerre. Je me suis forcé à reculer de la poubelle, à laisser tout exactement comme je l'avais trouvé, mes mains tremblaient en sortant mon téléphone pour composer le numéro d'Alain Martin. Alain vivait 3 maisons plus loin, un informaticien à la retraite qui m'avait aidé à installer le système informatique de mon entreprise, si quelqu'un pouvait m'aider à obtenir la preuve dont j'avais besoin, c'était Alain. Alain, c'est Marc, ai-je dit quand il a répondu, j'ai besoin d'un service et je ne peux pas tout expliquer au téléphone, peux-tu venir? Il a dû entendre quelque chose dans ma voix car il n'a pas posé de questions, donne-moi 30 minutes, a-t-il répondu immédiatement. J'ai passé ces 30 minutes à faire les 100 pas dans ma maison comme un animal en cage, voyant la trahison dans chaque coin, la cuisine où elle m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin-là, le salon où nous avions regardé la télé la veille au soir. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois l'avait-elle amené ici pendant que je travaillais? Combien de fois m'avait-elle menti en face? Alain est arrivé avec un petit sac de sport et le genre de concentration professionnelle qui vient de 30 ans dans l'informatique d'entreprise. Je lui ai dit que je soupçonnais Valérie de me tromper et que j'avais besoin d'équipements de surveillance, il n'a pas jugé, n'a pas demandé de détails, il a juste hoché la tête et s'est mis au travail. Nous avons passé 2 heures à installer des caméras cachées dans toute la maison, activées par le mouvement, diffusant vers un stockage cloud et mon téléphone, salon, couloir, chambre, entrée, assez petite pour être invisible, assez sophistiquée pour tout capturer en haute définition. Elles enregistreront automatiquement, a expliqué Alain en me montrant l'application, les alertes de mouvement arriveront directement sur ton téléphone, tout se télécharge sur un cloud sécurisé, donc même s'il arrive quelque chose à ton téléphone, tu auras des copies de sauvegarde. Je l'ai remercié et il est parti sans poser de questions, c'est le genre de voisin qu'était Alain, solide, fiable, le genre d'homme qui comprenait que parfois on a besoin d'aide sans avoir à expliquer pourquoi. Les 2 jours suivants furent les pires de ma vie, rentrer à la maison et voir Valérie cuisiner le dîner, m'embrasser sur la joue comme si de rien n'était, me demander comment s'était passée ma journée alors que mon estomac se tordait en sachant ce qu'elle avait fait. J'ai joué le mari dévoué tout en mourant à l'intérieur, vérifiant mon téléphone constamment, attendant les alertes de mouvement qui confirmeraient mes pires craintes.
Jeudi matin, j'étais sur un chantier en train de recabler un immeuble de bureau quand mon téléphone a vibré, mouvement détecté, caméra entrée. J'ai ouvert l'application avec des mains tremblantes, suis passé en vue directe et j'ai regardé un homme que je n'avais jamais vu auparavant franchir ma porte d'entrée comme s'il était chez lui. Valérie l'a accueilli avec un baiser qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, je regardais mon mariage se terminer en temps réel. Kevin Tessier, c'était son nom, bien que je ne le sache pas encore, la vingtaine, un sourire arrogant, des baskets de marque qui coûtaient probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Il se pavanait dans mon entrée comme s'il y avait sa place, comme s'il avait été invité dans l'espace le plus sacré de mon monde. Je l'ai regardé sur l'écran de mon téléphone, incapable de détourner le regard même si chaque seconde était une torture. Valérie a passé ses bras autour de son cou, l'a tiré contre elle, l'a embrassé avec une passion que je n'avais pas vue chez elle depuis des années, il chuchotait, riait de blagues privées, se touchait avec l'intimité décontractée de gens qui avaient fait ça auparavant. De nombreuses fois auparavant. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une erreur unique, c'était une relation. Ils se sont dirigés vers l'escalier et je savais où ils allaient, la caméra de la chambre s'activerait bientôt et je devrais regarder ma femme trahir 26 ans de mariage dans le lit où nous avions conçu nos enfants, où nous nous étions soutenus à travers les cauchemars et les bonnes nouvelles. Où j'avais promis de l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je me suis levé du tableau électrique sur lequel je travaillais, mes outils oubliés, mon chef d'équipe Thierry m'a regardé avec inquiétude, « Ça va Marc ?» a-t-il demandé en remarquant mon visage pâle, « Urgence familiale ?» J'ai répondu d'une voix sourde, « Je dois partir. » Il a hoché la tête immédiatement, l'inquiétude dans les yeux, « Vas-y, on gère ici. » Thierry travaillait pour moi depuis 8 ans, il ne m'avait jamais vu quitter un travail inachevé. J'ai marché jusqu'à ma camionnette dans un état second, j'ai posé mon téléphone sur le tableau de bord et j'ai commencé à conduire vers la maison. La caméra de la chambre s'était activée, Valérie et Kevin se déshabillaient, tombant sur le lit que j'avais monté moi-même il y a 15 ans. Je regardais les mains de ma femme explorer le corps d'un autre homme, je la regardais cambrer le dos alors qu'il la touchait, je la regardais devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Le trajet jusqu'à la maison était surréaliste, les panneaux stop, les feux rouges, les rues de banlieue où les voisins promenaient leurs chiens et les enfants faisaient du vélo, tout cela pendant que je regardais mon mariage se désintégrer sur un écran de 6 pouces. Je ne pensais plus, je fonctionnais à l'instinct pur, une partie primitive de mon cerveau qui ne comprenait que le territoire, la violation et le besoin de défendre ce qui était à moi. Je me suis garé dans mon allée silencieusement, les sons provenant de l'intérieur de la maison m'atteignaient avant même que j'aie ouvert la porte d'entrée, des gémissements, des rires, le grincement rythmé du sommier qui avait soutenu mon sommeil pendant 15 ans. J'ai monté les escaliers lentement, enjambant la chemise de Kevin, le jean de Valérie, des sous-vêtements éparpillés comme des preuves de sa trahison. Je me suis arrêté devant la porte de la chambre, écoutant ma femme faire des bruits qu'elle n'avait jamais fait pour moi, puis j'ai donné un coup de pied dans la porte si fort qu'elle a claqué contre le mur. Le cri qui est sorti de la gorge de Valérie était de la pure terreur, Kevin s'est précipité pour se couvrir, son visage se vidant de sa couleur en me voyant debout dans l'encadrement de la porte. Pendant un instant, personne n'a bougé, nous étions figés dans ce tableau de trahison et de découverte comme des acteurs ayant oublié leur texte. Puis quelque chose de froid et de violent a pris le dessus, j'ai traversé la pièce en 3 pas, j'ai attrapé Kevin par la gorge et je l'ai jeté hors de mon lit. Il a heurté le sol durement, cherchant son air, j'ai enfoncé mon poing dans sa mâchoire avec la force de 30 ans de travail dans le bâtiment derrière moi, l'impact l'a envoyé s'écraser contre le mur, du sang giclant de sa bouche. « Arrête » a hurlé Valérie, mais sa voix semblait venir de très loin, « Marco, s'il te plaît t'arrête. » Kevin essayait de se lever, essayait de parler à travers le sang, « Je suis désolé monsieur » a-t-il haleté, « je ne savais pas. » Je ne voulais pas d'explication, je voulais qu'il comprenne qu'il y a des conséquences à toucher la femme d'un autre homme dans son propre lit. J'ai enfoncé mon genou dans ses côtes à plusieurs reprises, les sentant craquer sous l'impact, les supplications de Kevin se sont transformées en sanglots, mais je n'avais pas fini. Je lui ai donné un coup de pied dans l'entrejambe avec la chaussure de sécurité à coque d'acier que je portais encore, un coup dévastateur qui l'a fait s'effondrer au sol en hurlant. « Sors de ma maison avant que je te tue » ai-je dit, ma voix d'un calme mortel. Kevin a rampé vers la porte, laissant une traînée de sang sur le parquet que j'avais posé moi-même, il a dévalé les escaliers, s'est traîné à travers le salon et s'est effondré sur ma pelouse. J'ai regardé depuis l'entrée alors qu'il se hissait dans sa voiture et démarrait en trombe, se dirigeant probablement vers les urgences. Je me suis retourné vers Valérie, elle était enveloppée dans notre drap, sanglotant, le mascara coulant sur son visage,
elle avait l'air petite et pathétique, rien à voir avec la femme que j'avais épousée. Habille-toi, lui ai-je dit. Marco, s'il te plaît, elle essayait de parler, d'expliquer, de trouver des excuses, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas. Habille-toi, ai-je répété en la coupant, elle a obéi. 5 minutes plus tard, elle est apparue en haut des escaliers, entièrement habillée mais tremblant encore, elle a essayé de parler à nouveau, Marco, je suis désolée, a-t-elle supplié, ça ne signifiait rien, on peut arranger ça, on peut aller voir un conseiller conjugal. J'ai ouvert la porte d'entrée, pars, ai-je ordonné. S'il te plaît, où suis-je censé aller, a-t-elle demandé désespérément. Je m'en fiche, ai-je répondu froidement. Elle s'est effondrée sur le perron, pleurant de plus belle, j'ai fermé la porte au nez et je l'ai verrouillée. Puis j'ai sorti mon téléphone, les caméras avaient tout enregistré, sa trahison, ma réaction, chaque seconde de la destruction de notre mariage. Maintenant, il était temps de m'assurer qu'elle ne s'en remette jamais. Je me suis assis dans mon salon entouré de silence pour la première fois depuis des heures et j'ai passé les appels qui allaient remodeler le reste de nos vies. D'abord j'ai appelé Thomas, puis j'ai ajouté Lucas à la ligne, il méritait d'entendre ça de ma bouche avant que Valérie n'essaie de raconter sa version des faits. Les garçons, je dois vous dire quelque chose et ça va être dur à entendre, ai-je commencé, ma voix stable malgré le chaos en moi, votre mère m'a trompé, je l'ai surprise dans notre lit avec un autre homme aujourd'hui, je demande le divorce. Le silence qui a suivi était assourdissant, finalement la voix de Thomas s'est fait entendre, tendue par une colère contenue, « Papa, est-ce que tu vas bien? Tu veux qu'on vienne ?» Je vais bien, ai-je répondu, je vais m'en sortir, je voulais juste que vous sachiez la vérité avant qu'elle n'essaie de vous contacter. La voix de Lucas était plus rauque quand il a parlé, qu'est-ce que tu veux dire par tu la surprise? J'ai des preuves vidéo, ai-je expliqué, tout est enregistré, je ne vous demande pas de choisir votre camp, mais je veux que vous sachiez ce qui s'est réellement passé. On est avec toi papa, a dit Thomas immédiatement, quoi que tu aies besoin. Toujours, a fait écho Lucas, la voix ferme. Je les ai remerciés, je leur ai dit que je les aimais et j'ai raccroché avant que l'émotion ne fasse craquer ma voix. Ensuite, j'ai passé l'appel qui allait déterminer l'avenir de Valérie. Maître Sophie Delorme était l'avocate spécialisée en divorce que mon comptable m'avait recommandée il y a des années lors d'une conversation informelle sur la protection des actifs, elle a accepté de me voir à la première heure le lendemain matin. Le bureau de Sophie était tout en bois sombre et livre de droit, le genre d'endroit qui communique compétence et discrétion. Je lui ai tendu une clé USB contenant les images des caméras et elle l'a regardée en silence. La vidéo était complète, Valérie et Kevin entrant dans la maison, s'embrassant, se déshabillant, les images de la chambre qui documentaient leur liaison dans les moindres détails explicites. L'expression de Sophie est restée professionnelle tout au long, mais j'ai vu le dégoût passer dans ses yeux quand Kevin est apparu à l'écran. C'est du béton, a-t-elle dit quand la vidéo s'est terminée, l'adultère est toujours une cause de divorce pour faute, avec cette preuve et vu votre régime matrimonial, vous conserverez la majorité des actifs, la maison, l'entreprise, vos comptes. Elle obtiendra le minimum, le tribunal ne récompense pas l'infidélité. Déposez le dossier immédiatement, lui ai-je dit, je veux qu'elle reçoive les papiers d'ici la fin de la semaine. Compris, a-t-elle répondu en prenant déjà des notes, nous allons agir vite. Sophie m'a expliqué le processus, ordonnance de non-conciliation, interdiction pour Valérie de retourner à la maison, gel des comptes joints, audience accélérée compte tenu de la preuve évidente de l'adultère. J'écoutais chaque mot, sentant la satisfaction s'installer plus profondément dans ma poitrine avec chaque manœuvre légale qui protégerait ce que j'avais construit. Pendant que je planifiais la destruction légale de Valérie, elle découvrait le coût personnel de sa trahison. Elle a essayé d'appeler Thomas à plusieurs reprises, il l'a ignoré pendant 2 jours avant de finalement répondre par SMS, « Tu as détruit notre famille, ne nous contacte plus ». Lucas a été encore plus direct, il a bloqué son numéro entièrement. Quand elle s'est présentée à son appartement, il n'a pas ouvert la porte, elle est restée dehors pendant 1 heure à frapper et supplier tandis que les voisins regardaient par leurs fenêtres. La femme qui l'avait élevée, qui avait pansé ses genoux écorchés et l'avait encouragé à ses matchs de foot, était devenue une étrangère mendiant une attention qu'il ne donnerait plus jamais. Les 60 jours suivants ont été un flou de déposition, de divulgation financière et de sessions de médiation sur lesquelles l'avocat de Valérie insistait malgré l'absence totale de levier. Valérie a essayé toutes les défenses possibles lors de sa déposition, je me sentais négligée, a-t-elle prétendu en tamponnant ses yeux avec un mouchoir, Marc travaillait tout le temps, j'avais besoin de compagnie.
Est-ce que cela vous donnait le droit de commettre l'adultère dans le domicile conjugal, a demandé Maître Delorme froidement. Je faisais une crise de la quarantaine, a continué Valérie, j'avais besoin de me retrouver. Dans le lit d'un autre homme, a répliqué Sophie sans manquer un battement. Elle a démonté chaque excuse pathétique avec les preuves vidéo et les témoignages sur ma contribution fidèle à la famille. J'ai appris que Kevin Tessier avait passé 3 semaines à l'hôpital, côte cassée, blessures internes, dommages permanents à l'aine que le médecin a déclaré comme l'affectant pour le reste de sa vie. Son avocat lui a conseillé de ne pas porter plainte pour coups et blessures vu les circonstances de sa découverte. Un jury serait peu sympathique envers un homme surpris dans le lit d'un autre. Kevin a quitté la ville le jour où il est sorti de l'hôpital, probablement terrifié à l'idée que je revienne finir ce que j'avais commencé. Tant mieux, qu'il passe le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, se souvenant de ce qui arrive quand on touche à quelque chose qui ne nous appartient pas. Le juge a tout examiné et a statué rapidement, j'ai gardé la maison, l'entreprise, toutes les économies et les comptes de retraite grâce aux dommages et intérêts compensant la prestation compensatoire. Valérie a reçu un règlement d'exactement 2000 €, juste assez pour éviter des réclamations abusives. 26 ans de mariage dissous avec le coup de marteau du juge, 60 jours après avoir enfoncé cette porte de chambre, Valérie était légalement effacée de ma vie. Elle a eu 2000 € et un studio dans un quartier HLM malfamé, j'ai eu tout le reste, y compris ma paix. L'histoire s'est répandue dans notre communauté comme une traînée de poudre et c'est Valérie qui a allumé la mèche elle-même, elle n'a pas pu s'empêcher de jouer la victime. Se plaignant à qui voulait l'entendre de son mari violent qui avait failli tuer un homme innocent et l'avait jeté dehors sans rien. Mais la vérité finit toujours par éclater et cette vérité était trop explosive pour rester enterrée. Alain Martin, mon voisin qui avait aidé à installer l'équipement de surveillance, a mentionné la preuve vidéo à quelques amis proches, la nouvelle s'est répandue, quelqu'un avait vu Kevin ramper hors de ma maison nu et en sang, quelqu'un d'autre avait été témoin de Valérie sanglotant sur ma pelouse. Les pièces du puzzle se sont assemblées rapidement dans une ville où tout le monde connaît les affaires des autres. La réponse de la communauté m'a choqué, au lieu de jugement, j'ai reçu du respect. D'autres hommes au magasin de bricolage local hochaient la tête d'un air entendu quand j'entrais, me serraient la main avec une véritable admiration, ils avaient entendu ce que j'avais fait et ils approuvaient. C'étaient des hommes qui comprenaient que certaines lignes ne peuvent être franchies sans conséquence. Mon équipe au travail était farouchement loyale, ils connaissaient Valérie depuis des années, avaient amené leur femme au barbecue de l'entreprise, l'avaient vu jouer l'épouse et mère dévouée, ils étaient dégoûtés par sa trahison. Thierry, l'un de mes électriciens les plus anciens, m'a pris à part un jour, mon vieux a surpris ma mère en train de le tromper quand j'avais 12 ans, m'a-t-il confié, il n'a pas eu les couilles de faire ce que tu as fait, il a tout perdu dans le divorce, je te respecte pour t'être défendu. Merci Thierry, ai-je répondu, appréciant son honnêteté. J'ai réalisé que ma réputation n'avait pas été entachée, elle avait été renforcée, j'étais vu comme un homme qui défendait son territoire, qui ne tolérait pas le manque de respect, qui répondait avec la force appropriée quand on le provoquait. Il y avait une masculinité à l'ancienne là-dedans qui résonnait avec les hommes de la classe ouvrière qui avaient construit leur vie de leurs mains et comprenaient la valeur de ce qu'ils avaient créé. Pendant ce temps, le monde de Valérie s'effondrait pièce par pièce. Elle a emménagé dans un studio dans la cité des Oliviers, le genre de complexe où les sirènes de police hurlent à toute heure et le parking est jonché de verres brisés, peintures écaillées, murs fins, l'odeur de la cuisine de quelqu'un d'autre toujours dans l'air. Elle a pris un emploi de caissière dans un magasin de hard discount, gagnant le SMIC, moins que ce qu'elle dépensait autrefois pour un seul déjeuner avec ses amis du club de lecture. Ses amis l'ont abandonnée une à une, les femmes qui avaient partagé potin et vin lors des réunions mensuelles n'avaient soudainement plus de temps pour la paria qui avait détruit sa famille. Certaines estimaient qu'elle avait jeté la honte sur toutes les épouses, d'autres ne voulaient simplement pas d'histoire. Le cercle social dont elle avait joui en tant que ma femme s'est refermé contre elle, la laissant isolée et seule. Valérie a fait une dernière tentative pour joindre nos fils, leur écrivant une longue lettre expliquant qu'elle avait fait une erreur, qu'elle les aimait, qu'elle espérait qu'ils pourraient lui pardonner un jour. La lettre était remplie d'apitoiement sur soi et de rejet de la faute, se peignant comme une femme confuse qui avait perdu son chemin. La réponse de Thomas fut brutale et définitive quand il l'a appelé après avoir reçu la lettre. « Tu n'as pas juste trompé papa », lui a-t-il dit froidement, « tu nous as tous trahis, tu as choisi un étranger plutôt que ta famille, ne nous contacte plus. » Lucas n'a pas répondu du tout. Le sort de Kevin Tessier m'est parvenu par des connaissances communes, les dommages que j'avais infligés étaient permanents, douleurs chroniques, traitements médicaux coûteux et continus, et des blessures qui affecteraient sa vie intime pour toujours. Il avait quitté la ville immédiatement après sa sortie de l'hôpital,
terrifié que je puisse revenir finir ce que j'avais commencé. La rumeur disait qu'il avait déménagé à 3 départements de là et racontait aux gens qu'il avait eu un accident de voiture. L'ironie ne m'a pas échappé, Kevin pensait juste s'amuser avec une femme au foyer solitaire, il n'avait pas réalisé qu'il touchait à quelque chose appartenant à un homme qui avait passé 30 ans à construire et protéger tout ce qu'il avait. Maintenant, Kevin passerait le reste de sa vie à se souvenir de cette erreur chaque fois qu'il essaierait de marcher sans douleur. 6 mois plus tard, je suis assis sur ma terrasse un samedi soir et pour la première fois depuis ce mardi-là, je ressens quelque chose proche de la paix. C'est un samedi soir de fin d'automne, 6 mois après la finalisation du divorce, je suis assis sur ma terrasse arrière avec une bière à la main, regardant le soleil se coucher sur le jardin que j'ai aménagé il y a 20 ans. L'érable que j'ai planté quand Thomas est né a pris une couleur orange brillante, la terrasse que j'ai construite supporte toujours mon poids, offre toujours la vue parfaite sur tout ce que j'ai créé. La maison est calme mais elle n'est pas solitaire, Thomas et Lucas viennent dîner, grillade au barbecue, une tradition que nous avons commencée depuis le divorce, ils arrivent un samedi sur 2 maintenant comme une horloge. Nous ne parlons plus de Valérie, nous n'en avons pas besoin. La vie semble différente maintenant, j'ai redécoré la chambre, nouveaux meubles, nouvelle peinture, tout est neuf. Les caméras sont toujours installées dans toute la maison mais je les vérifie rarement, il n'y a plus personne à surprendre, plus de secrets à découvrir, la maison semble propre à nouveau, comme si elle était vraiment à moi pour la première fois depuis des années. L'entreprise est florissante, le bruit a couru sur ce qui s'est passé et au lieu de perdre des clients, j'en ai gagné, d'autres hommes veulent embaucher quelqu'un de fort, quelqu'un qui ne recule pas quand on le pousse. Le respect que je vois dans leurs yeux me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la façon dont la communauté voit ma réponse à la trahison. Thomas arrive le premier, portant des bières artisanales et arborant le sourire confiant d'un homme qui sait que son père s'est battu pour l'honneur de leur famille. Lucas arrive 10 minutes plus tard, toujours dans son uniforme d'ambulancier, apportant un dessert de la boulangerie que Valérie fréquentait autrefois. Nous nous donnons des accolades viriles et solides qui communiquent tous en mots. Au cours du dîner, Thomas lève sa bouteille, pour aller de l'avant, dit-il en croisant mon regard. C'est devenu notre devise familiale, ne pas oublier le passé mais refuser d'être piégé par lui. Nous trinquons et je ressens la satisfaction du travail bien fait. Pour aller de l'avant, répondons Lucas et moi à l'unisson. Après leur départ, je m'assois à nouveau seul sur la terrasse. Parfois je pense à Valérie, je me demande si elle a appris quelque chose de la destruction qu'elle a causée, mais ses pensées sont lointaines, abstraites, comme se souvenir d'une étrangère. Je pense à Kevin aussi, quelque part là-bas, vivant avec des conséquences permanentes pour un plaisir temporaire. Je ne me sens pas coupable, je ressens la justice. Je regarde ma maison, celle que j'ai câblée, les parquets que j'ai posés, la vie que j'ai créée à partir de rien. Valérie a essayé de la démolir, au lieu de cela, elle s'est détruite contre ses fondations. Certains hommes reconstruisent après une trahison, j'ai fait mieux, je me suis assuré qu'il ne restait rien à partir de quoi reconstruire pour elle, et dans les ruines de ce qu'elle a détruit, je suis toujours debout dans la maison que j'ai bâtie, plus fort qu'avant.